Bonsoir et bienvenue à la revue hebdomadaire de Québec Nouvelle. Donc au menu ce soir, bon, pas nécessairement beaucoup de sujets cette semaine, hein, mais beaucoup de développement dans certains sujets. Donc on va aller voir en premier lieu C11, C18, Google et Facebook répliquent. Peut-être aller démêler ça un petit peu, là, parce qu'on est habitué de critiquer les grandes plateformes sur le web de censure, etc. Mais là, dans ce cas-ci, c'est plutôt les lois du gouvernement Trudeau, ben, les lois que le gouvernement Trudeau veut mettre en place, qui, ben, on doit un peu donner raison aux grandes plateformes, ben, bien qu'ils utilisent des moyens de pression qui sont peut-être douteux. En tout cas, on va aller tout démêler ça. Sinon, il y a en second lieu, on va aller voir bon, rapidement le fiasco de Saclay, hein, les films monumentaux qu'il y a eu, le retour de Geneviève Guilbeault de vacances et bon, à la gestion un peu boiteuse d'Éric Kerr hein, dans tout ce qui est les projets numériques. Bon, on va aller retourner voir ça un petit peu. Sinon, en troisième lieu, Trudeau se défile. Bon, dans toute la foulée, encore une fois, des ingérences chinoises. On le sait, la semaine passée, j'ai fait une émission d'ailleurs qui semble avoir été populaire. Je suis content de voir qu'au moins le message se rend. Je suis pas le seul à m'inquiéter de ça et de voir que les gens ont apprécié que je couvre la situation puis qu'ils ben, ont partagé. N'hésitez pas, hein, dès que vous considérez ça important, les sujets dont on traite, et si vous voulez nous aider aussi, hein, n'hésitez jamais à partager, liker, commenter. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir à voir. Et c'est aussi utile. C'est des sujets qui sont importants. C'est important qu'on envoie un message et que ben, justement qu'on règle la situation. Parce que là, Trudeau, comme je dis, se défile parce que essentiellement, l'opposition veut une commission d'enquête indépendante publique hein, et Trudeau, il a trouvé diverses manières là, de contourner la chose. On dirait qu'il est nulle part où on l'attend. Il essaye tout le temps de trouver disons, une manière alternative de s'en sortir, mais je veux dire, c'est clair ce qu'on demande. Une enquête publique indépendante, c'est tout. Bon, ça a l'air que lui, il veut faire à sa tête et il semble pas vouloir admettre ses torts dans ce dossier-là. Donc, on va aller voir ça. Donc, projet de loi C11, C18, Google et Facebook répliquent. Comme je disais, j'ai l'impression que ça peut peut-être rendre un petit peu confus certaines personnes parce que, ben, comme je vous dis, c'est ça, dans les dernières années, hein, Facebook, Google, Twitter, tous ces médias-là ont été critiqués pour faire de la censure, hein, pour avoir des biais idéologiques, de jouer dans leurs algorithmes pour s'assurer, admettons, que les conservateurs aient moins de portée, etc. Et on est plus habitué justement de critiquer les grandes plateformes. On peut parler aussi de toutes les controverses qu'il y a eu sur YouTube, la démonétisation de certains créateurs de contenu. À chaque fois qu'ils font, dans le fond, des modifications algorithmiques, ça va littéralement jouer dans le salaire. Ben, je veux dire, des YouTubeurs, ça gagne leur vie hein, sur YouTube. Ben, admettons, tu changes les processus algorithmiques, du jour au lendemain, un YouTuber peut se retrouver à la rue. Donc, bon, vous voyez un peu, on est habitué de critiquer Google, Facebook et les grandes plateformes. Mais là, dans ce cas-ci, ben, la loi C11 et C18, ça, c'est des lois du gouvernement Trudeau. Et là, c'est l'État qui cherche à s'ingérer dans les affaires de ces grandes plateformes-là. Et pour être bien honnête avec vous, moi, je suis complètement contre ces lois-là parce que je trouve que ça vient vraiment nuire à l'écosystème du web. Hein, ça vient, dans le fond, ben, juste pour retourner, admettons, C11, bon, je n'ai parlé à plusieurs reprises, mais C11, c'est cette loi qui vise à subordonner le contenu web au CRTC. Donc, s'assurer que, dans le fond, le contenu que vous voyez sur le web, dans leur procédé algorithmique, quand les procédés algorithmiques, ce qui détermine qu'est-ce que vous allez voir en premier, ben, ça va être géré par le CRTC. Donc, ils vont s'assurer qu'il y ait plus de contenu canadien, que ça respecte certaines réglementations canadiennes, etc. Donc, essentiellement, on est habitué d'avoir le web, hein, que c'est un espace de liberté totale, et on n'est pas dans un espace national quand on est sur le web. On est à l'international, c'est le World Wide Web, comme on appelle. Mais là, dans ces circonstances-là, ben, ça fait en sorte que là, c'est comme si on se dirige de plus en plus vers un web canadien qui va avoir des législations, et que c'est ça. Le gouvernement canadien veut imposer, dans le fond, ces réglementations sur le web. Et bon, très critiquable. Là, et je vois pas pourquoi on voudrait avoir un web qui est altéré par notre État national, pourquoi on voudrait que l'État vienne jouer dans nos algorithmes. Bon, alors Google, justement, qui s'oppose à ça, hein, et Facebook aussi ont fait des campagnes de pub dans les derniers mois. Hein, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour essayer de faire entendre le monde. Et ben, pour une fois, comme je dis, Google en possède YouTube. Et admettons, il y a beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube, des YouTubers, etc., qui pour une fois, parle de la même voix avec YouTube. Même dans la commission parlementaire qu'il y a eu à Ottawa, il y a des créateurs de contenu. Pour une fois, ils font front commun avec Google et Facebook et ils disent non, nous non plus, on ne veut pas de ces réglementations-là. Parce que quand je dis aussi, hein, dans le fond, adapté au contenu du CRTC et tout,
Ben, ça fait en sorte que des petits créateurs de contenu qui, eux, ne respectent pas nécessairement les normes canadiennes, ils font juste du contenu, ben, vont être pénalisés là-dedans. Donc, c'est ça, cette espèce d'espace de liberté-là où n'importe qui pouvait devenir du jour au lendemain influenceur, créateur de contenu, etc. Et attirer des gens. Ben là, si le gouvernement se met à jouer dans les algorithmes, il pourrait très bien décider du jour au lendemain, bon, ben, tel type de contenu, on aime moins ça. Donc, en tout cas, vous voyez un petit peu le principe. Et C18 qui, là, va s'attaquer à l'aspect de la monétisation. Et comme je vous disais tantôt, c'est un aspect fondamental là, de l'écosystème d'Internet. Parce que, comme je vous disais tantôt, des YouTubeurs, ben, c'est de ça qu'ils vivent. Hein. C'est les systèmes AdSense de Google. C'est, dans le fond, tous les placements publicitaires qui sont faits sur les grandes plateformes, que ce soit Google ou Facebook, ou etc. Ben, les grandes plateformes récoltent cet argent-là, mais redistribuent, dans le fond, aux créateurs. Après, on peut s'assiner toute la nuit de savoir si Google ne devrait pas plus donner aux créateurs. Est-ce que la cote qu'ils donnent aux créateurs est correcte, etc. C'est sûr que, c'est un peu à sens unique. Eux, ils récoltent l'argent, mais ils pourraient ne même pas donner l'argent aux petits créateurs de contenu sur YouTube, mais ils le font et ça l'a créé. Qu'on se le dise, là, ça l'a créé depuis plus de 10 ans, depuis plus d'une décennie, au moins pratiquement 20 ans, mais ça l'a créé une situation où on a permis l'essor d'une culture web, on a permis l'essor, hein, on a beau se plaindre des influenceurs, tout le kit, mais quel beau mode de vie tout de même, de produire du contenu et d'être payé pour ça d'une manière qui, je veux dire, c'est égalitaire là, en ce moment. Ça fait en sorte que c'est juste une question de si tu réussis à produire du contenu qui attire les regards des gens, qui devient viral, tu vas pouvoir monétiser ton contenu, tu vas pouvoir avoir de l'argent par rapport à ça. Là, ce que le gouvernement tente de faire avec C18, c'est de forcer les grandes plateformes web à donner une partie des revenus publicitaires aux grands médias sélectionnés par le gouvernement. Donc, c'est sous l'organisation journalistique qualifiée, qui est comme une espèce de... C'est comme l'union des artistes pour les journalistes, je dirais. Là. Une espèce une espèce d'organisation pour défendre les intérêts des journalistes, mais surtout, dans ce cas-ci, pour, disons... C'est un petit peu ce qui donne l'autorité journalistique. C'est-à-dire que si tu es reconnu par l'organisation journalistique qualifiée, c'est que tu es reconnu comme un journaliste qui va respecter la déontologie et qui va respecter l'art, disons, l'art du travail et tout. Et c'est pour s'assurer que les normes journalistiques soient respectées. Et, je veux dire, personne n'est contre le fait qu'il y ait une certaine forme de rigueur, hein, que dans le fond, que les journalistes aient des comptes à rendre et qu'il y ait ce genre d'espèce d'attribution d'autorité. Le problème là-dedans, c'est que là, ce que le gouvernement Trudeau veut faire, c'est vraiment... donc, les journalistes reconnus par l'organisation journalistes qualifiés, comme ils sont des professionnels de leur profession, eh bien, là, avec C11, ben là, le gouvernement fédéral voulait forcer les grandes plateformes à prioriser ces journalistes-là sur, admettons, des commentateurs comme vous et moi qui commentent la politique. C18 vise à s'assurer que les journalistes reconnus par l'organisation journalistique qualifiée soient plus payés que le commun des mortels. Donc, essentiellement, c'est qu'on veut prioriser les grands médias à tout prix. C'est essentiellement ça. Les grands médias seraient priorisés d'un point de vue algorithmique et d'un point de vue de la monétisation. Et là, il faut retourner aussi un peu dans le passé, c'est-à-dire que depuis l'essor d'Internet, et particulièrement Internet 2.0, hein, cet Internet plus interactif, qu'on est sur des plateformes, on peut commenter, on peut créer du contenu autant qu'en consommer. Hein, on est autant créateur de contenu que consommateur dans cet écosystème-là. Et bon, on le sait, avec l'essor d'Internet comme ça fait en sorte que les grands médias se sont fait siphonner leur profit publicitaire. Donc, on remonte il y a 20 ans hein, déjà, ben, les grandes stations de télé, les stations radio, etc., c'est là où la majorité des pubs, hein, que les profits publicitaires se faisaient. Mais là, à partir du moment où tu avais Internet, et que là, du jour au lendemain, les gens commencent à consommer tout le contenu qu'ils consomment, c'est sur Internet. Mais là, ça crée une situation où c'est ça. La pub est de plus en plus sur Internet. Donc, les grands médias, on le voit, hein, TVA, ils ont annoncé plein de coupures d'un dernier temps. On le sait, les grands médias vont mal. Et donc, cette politique-là, c'est une manière aussi pour Trudeau de s'assurer que nos médias ne meurent pas. Bon. Comme je dis, c'est honorable. Hein. On peut comprendre aussi qu'on veut. Hein, c'est une manière aussi, ils disent, de combattre la désinformation, que de s'assurer que, disons, que les articles les plus partagés, les plus commentés, etc., soient au moins des articles produits par des journalistes qualifiés pour le faire.
En même temps, on en revient à ce que je disais, cette espèce d'idéalisme en quelque sorte d'un web complètement libre. Et là, on est en train de mettre plein de réglementations. Et quand tu y penses, comme je disais, avec l'essor d'Internet et les profits publicitaires qui passent des grands médias au web, c'est littéralement comme si là, les grands médias utilisaient l'État pour aller rechercher l'argent qu'ils ont perdu. Donc, rechercher, c'est-à-dire Google, il leur a pas volé l'argent. Là. C'est une dynamique de concurrence, c'est tout. C'est juste que la pub, maintenant, est consommée sur le web. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Il y a certaines technologies, des fois, qui deviennent désuètes et certains, je veux dire, on avance dans le temps. Là, ça ne sera pas toujours les mêmes conditions économiques pour n'importe quel type de produit. Et ben, Google, c'est pas de manière malhonnête qui est allé chercher les profits publicitaires aux dépens des grands médias. Là, de prendre l'État pour aller rechercher l'argent que Google fait et la remettre dans les poches des grands médias. Je sais pas si vous voyez, là, mais je veux pas paraître libertarien, mais c'est littéralement du vol à ce stade-là. Et on comprend que Google fasse comme là, c'est parce que c'est nos profits. Là. Vous êtes en train de jouer dans nos budgets à nous, notre manière de monétiser. Et vous comprendrez aussi que c'est pour ça que les petits créateurs de contenu sont comme. De quoi il y a une entente différente, admettons, là, TVA Nouvelle. Eux autres, ils devraient recevoir plus d'argent qu'un petit créateur de contenu qui travaille par lui-même, qui fait tout lui-même. Parce que, tu sais, qu'on le veuille ou non, là, c'est pas de la faute à Google si un petit créateur de contenu peut faire un vidéo plus virale avec son téléphone dans son char qu'un plateau télé qui coûte des millions. Écoutez, les caméras qui ont sur les... C'est quasiment gros comme une voiture. Là. Est-ce qu'on a vraiment besoin... Il va falloir, je pense, qu'il y ait une... Il va falloir qu'il y ait une remise en question qui soit faite. Est-ce qu'on a besoin d'une qualité hollywoodienne pour des segments de nouvelles? Juste, vous me direz, oui, c'est des segments nationaux, hein, c'est comme un peu l'agora. Tout le monde se rassemble autour de Radio-Canada, TVA Nouvelles, etc. Donc, oui, il faut que ce soit soigné, ça vaut la peine. Mais c'est des segments de nouvelles et ils utilisent des procédés qui sont littéralement hollywoodiens, comme je vous dis. Je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des plateaux télé aussi qui coûtent aussi cher. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sera pas la fin de l'information si, dans le fond, on produit du contenu de manière différente. Ce que je veux dire par là, c'est que si les médias vont mal en ce moment, c'est parce que leur modèle économique ne fonctionne plus. Donc, comme je dis, oui, dans le meilleur du possible, on veut s'assurer d'avoir des vidéos de qualité. Et je ne suis pas en train de dire que Radio-Canada devrait enregistrer avec une patate comme moi ici en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils font plus d'argent et que leur modèle ne fonctionne plus, et que là, il faut que ce soit le gouvernement qui leur donne constamment de l'argent et que là, même le gouvernement va jusqu'à forcer les entreprises web à leur donner de l'argent. Hey, ça commence à être... Je suis désolé de l'expression, là, mais ça commence à être BS de luxe, pas à peu près. Là. Donc, comme je vous dis, peut-être qu'il y a une remise en question à faire sur comment ils produisent leur contenu, les fonds qui sont associés à cette production de contenu-là. Parce que de toute façon, les gens sur le web sont rendus habitués à des formats plus bruts parce que l'information la plus intéressante n'est pas nécessairement celle qui est en 4K. Des fois, la personne qui est sur place au moment des faits va sortir son téléphone, va avoir le vidéo le plus intéressant qui va être le plus partagé. Donc, comme je vous dis, le web a tellement évolué dans les dernières années, a tellement fait évoluer la société qu'il y a plein de trucs qu'on prend pour acquis que, comme je vous dis, juste ça, est-ce qu'on a besoin d'une production hollywoodienne pour nos segments de nouvelles le soir? S'ils font plus d'argent, c'est malhonnête d'aller rechercher. Bon, je m'écarte un peu, mais tout ça pour dire que si on en revient à C18, là, Google a annoncé il y a peut-être 1 ou 2 semaines là, qu'il allait faire des tests pour l'application de la loi. Et essentiellement, ces tests-là, ça a tout simplement été d'enlever les contenus journalistiques ou les contenus de nouvelles pour 4% des Canadiens. Donc, vous comprendrez que, tu sais, il y en a qui disent c'est un petit peu passive-agressive. Est-ce que c'est vraiment des tests? On dirait que c'est plus une protestation contre le gouvernement. Parce qu'en même temps, c'est comme s'ils sous-entendent que l'application de votre loi va juste résulter au fait qu'on va juste plus donner de nouvelles, fournir de nouvelles ou quoi que ce soit aux Canadiens, aux Québécois. Donc essentiellement, là, ça se reverrait littéralement, ça ferait complètement l'inverse de ce que la loi voulait. Si, admettons, Google décide de dire, bon, ben, tous ceux qui sont sur l'organisation journalistique qualifiée qu'il faudrait qu'on paye sous la loi C18, on va juste plus leur donner de plateforme sur Google. Donc, Radio-Can, TVA Nouvelles, pourquoi on vous donnerait une plateforme
si on se fait forcer de vous payer d'une manière inégale par rapport à c'est quoi notre modèle habituel. Je veux dire, c'est pas leur modèle de business de payer les médias de cette manière-là. Donc, ben, on peut juste vous retirer de la plateforme. Et là, je comprends que là, on en revient au fameux argument. Bon, c'est une entreprise privée, oui, mais les réseaux sociaux sont devenus une agora et là, bon, on peut se renvoyer la balle comme ça, mais ça reste une entreprise privée et effectivement, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il fait ça. Et là tous les députés sont insurgés là, à la Chambre des communes, mais tu sais, à un stade vraiment intense. Et je comprends, bon, ok, bloquer les nouvelles pour 4% des Québécois, mais je trouve ça troublant par contre que ce soit comme unanime, tout le monde est en train de dépeindre les grands médias, les grandes plateformes, pardon, du web comme les méchants machiavéliques qui là font des moyens de pression qui devraient avoir honte et tout. Euh, Alors que c'est des lois tout à fait illégitimes qui sont en train de modifier fondamentalement le modèle du web. Et que je peux comprendre que ces plateformes-là, ils disent, nous, on a mis en place un modèle, vous tentez de nous en imposer un, on n'embarque pas là-dedans, fin de la discussion. Et aujourd'hui, Facebook vient d'annoncer la même chose, peut-être inspiré par Google. Lui, il l'a pas dit, je vais faire des tests, je vais bloquer aussi ou ça. Il dit littéralement, il dit, si la loi C-18 passe sur Facebook et sur Instagram, on va arrêter d'offrir la plateforme, ou en tout cas, ça sera plus dans nos algorithmes. Le contenu des médias canadiens, de l'actualité, basta. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien beau de mettre une loi, mais en même temps, c'est des entreprises privées qui sont dans leur droit de faire ça et on peut argumenter, bon, comme je vous dis, que c'est l'agora des sociétés qui devrait avoir des réglementations, mais en même temps, eux, ils veulent pas jouer. Ils veulent pas jouer, ils veulent pas modifier leur modèle et c'est des entreprises qui sont même pas canadiennes à la base, donc, bah, pourquoi on publierait vos médias si vous nous forcez à aller payer plus? Et on en revient à ce que je disais, c'est pas de la faute de Google ou de Facebook si quelqu'un dans sa vanne, à un moment donné, décide de faire une vidéo puis il devient la personnalité la plus connue des mois à venir. Là. C'est pas de la faute à Google puis Facebook, ça. Si les gens apprécient plus une personne qu'une autre, ben c'est ça, c'est la démocratisation des contenus sur les réseaux sociaux. Certains pourront déplorer que ça amène plus d'instabilité, de la désinformation et tout type de tromperie ou quoi que ce soit, mais en même temps, c'est la vie, hein. La vie est une jungle et c'est tout à fait normal que, bon, si tu veux une liberté totale sur le web, il faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait aussi des contre-coups en matière de désinformation. Et là, c'est à ça que ça sert d'être des citoyens éduqués par rapport au web, hein, qui vont savoir comment vérifier les sources, etc. Mais d'aller demander aux plateformes de changer leur procédé algorithmique, et c'est pas de la censure, mais ça devient de la censure indirecte. Parce que c'est-à-dire, si tu dis non, Radio-Can doit être priorisé par rapport à ce petit créateur de contenu-là, alors que le petit créateur de contenu aurait été plus populaire s'il n'y avait pas eu l'algorithme. C'est comme si c'est pas nécessairement de la censure, là. Tu t'empêches pas le petit créateur de contenu de publier, mais tu limites sa portée. C'est tellement malhonnête et même d'un point de vue éthique, ça ne fonctionne pas. Je sais pas si vous voyez, si on prend, mettons, le marché en général, hein, les lois du marché. Je veux dire, les lois sont censées être comme égales pour tous. Je veux dire, il n'y a pas une entreprise qui a un passe-bras aussi. Ça. Le but, c'est que chaque personne ait la même opportunité que les autres. Mais là, c'est littéralement, si tu joues dans les algorithmes, littéralement, c'est clair là, qu'il n'y a pas il y a pas de liberté ou d'égalité là, dans ce marché-là. Bon, en tout cas. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est pour ça que je voulais revenir sur tout ça pour expliquer un peu en quoi, bon, oui, on est habitué là, de critiquer les grandes plateformes, mais dans ce cas-ci, c'est le gouvernement qui est en train de jouer dans leur plate-bande et qui va juste rendre le web pire. Bien simplement, ça va juste rendre le web pire, plus censuré, plus contrôlé. Le retour des grandes corporations avec... Tu sais, on a eu un petit vent de fraîcheur dans la dernière décennie de voir justement cette démocratisation des contenus, plein de sortes de contenus différents. Ça crée plus de diversité culturelle en termes aussi de discussion, en termes de débat. Et là, depuis quelque temps, certaines personnes parlent de c'est la fin de l'âge d'or du web. On dit que l'âge d'or du web était justement dans les dernières années. Et là, on est en train de retourner à des dynamiques de corporatisation des contenus. C'est-à-dire, même si YouTube et Google et Facebook en ce moment s'opposent à ces 11, ces 18, même eux corporatisent un peu plus leur contenu. C'est-à-dire que si tu retournes à YouTube des débuts, là, mettons, avant 2010, c'était des vidéos... c'était
c'était n'importe quel gamin dans son sous-sol, des vidéos. Je sais pas si vous vous rappelez même le dark side de YouTube, à quel point c'était un peu du contenu de n'importe quoi. Là. Tu tombais sur n'importe quoi. Maintenant, bon, on voit que c'est plus soigné, hein, qu'il y a comme plus de... Dans le fond, ils mettent de l'avant plus justement ce qui va être soigné, ce qui va être plus une grosse production, et donc ça avantage les grandes corporations. Et justement, ben, c'est un autre argument. Si les grands médias, comme je vous disais tantôt, ont une production littéralement hollywoodienne pour produire du contenu, et sont capables, en plus de ça, de sortir du contenu comme une usine là, à fond la caisse, là, alors que la majorité des autres créateurs sur YouTube, admettons, c'est des créateurs individuels qui vont produire, je sais pas, une vidéo par semaine. Certains plus productifs, une vidéo par jour. Si t'es Radio-Can, tu peux sortir littéralement 10 vidéos par jour. Là. Donc, juste d'un point de vue algorithmique, tu vas être avantagé. Tu n'es pas obligé d'aller modifier les algorithmes pour être avantagé. Si tu es une usine à contenu de même, de manière logique, tu vas être avantagé et ben, tu pourrais récolter de l'argent dans les proportions actuelles. Tu rapporterais quand même plus d'argent que les petits créateurs. Est-ce que ce serait assez d'argent pour financer ces immenses organisations journalistiques-là, ces grands médias-là? Peut-être pas, mais comme je vous dis, ben là, à ce stade-là, c'est à revoir le modèle. Mais c'est ça, bref, une réplique de Google et Facebook est quand même assez cinglante, là, de juste simplement dire, bon ben, au diable vos médias, on va juste plus les mettre de l'avant sur nos plateformes, on va juste plus les diffuser. Et comme je vous dis, ça va... S'ils font ça, on peut douter là, qu'ils mettent vraiment ça en application, mais s'ils font ça, ça créerait complètement l'inverse de ce que la loi voulait, dans le sens où là, on verrait les grands médias disparaître des plateformes, alors que le but de ces lois-là de Justin Trudeau était de s'assurer la présence des grands médias et même de consolider un peu leur domination sur Internet. Bon. En tout cas, ça va être à suivre, mais là, C11, le Sénat l'avait renvoyé avec des amendements. Finalement, Pablo Rodriguez a rejeté tous les amendements. Là, c'est renvoyé au Sénat. Selon des conventions constitutionnelles, habituellement, c'est juste renvoyé une fois. C'est très rare qu'il renvoie deux fois. Il y a eu quelques cas où ça s'est fait, mais en tout cas, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils vont le renvoyer? Ce que je veux dire, c'est que ça serait quand même surprenant déjà là qu'ils le renvoient une fois. Ils peuvent, mais on est comme déjà dans la limite où il y a des bonnes chances que le projet de loi va tout simplement passer. C'est dommage, là. Mais on est rendu là. Mais C18, là, lui, il est en examen en ce moment. Ou en tout cas, C18 vient un peu après C11. Là, donc, il y a peut-être encore d'autres... on a peut-être encore un petit peu de temps pour aller jouer là-dedans. Donc, ben, c'est pas mal ça pour ce segment-là. Bon, maintenant, le fiasco SAC-League, vous avez sûrement dû voir ça passer. Je ne vais pas trop m'étendre là, sur le sujet parce que je n'ai parlé avec Nicolas Gagnon cette semaine là, dans mon entrevue avec lui, que j'ai publié il y a quelques jours. Vous pouvez aller voir ça sur la page de Québec Nouvelle. C'est ça, donc le fiasco SAC-League, bon, vous avez dû voir ça. Problème informatique avec l'application SAC-League, ça a créé des débordements, des fils immenses, des gens qui s'évanouissaient dans le fil et tout. La vice-première ministre qui a débarqué, hein, qui a dû écourter ses vacances à l'étranger pour revenir au Québec pour gérer la situation. Et quelques petits éléments de cette histoire-là. De un, c'est la compagnie qui a fait SAC-League, c'est la même qui avait fait le système Phoenix de paye. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, qui avait l'air de jamais fonctionner. Donc, on semble avoir vraiment, là, d'une manière, une incapacité systémique au Québec de moderniser nos opérations, de faire le fameux virage numérique dont on parle. Tout ce qui est virage numérique semble finir en fiasco. Et particulièrement en ce moment, Éric Kerr, la majorité de ses dossiers, là, ça n'a pas l'air d'avancer bien, ou ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Et là, je lisais en plus qu'il semblerait qu'il était au courant. Genre des mois à l'avance, là, que tout le monde l'avertissait, il disait hey, ça va être un fiasco cette histoire-là, des mois à l'avance. Donc, bon, on voit ici, Éric Kerr savait que le fiasco à la SAC s'en venait. Le ministre était au courant de l'absence d'un bon plan de communication. Bon, comment qu'on... Dès l'été dernier, donc dès l'été, le cabinet du ministre du Numérique avait été informé du fiasco à venir. Et je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, cet été-là, je me rappelle qu'une nouvelle était sortie comme quoi, hein, c'est Éric Kerr aussi qui est censé être responsable du développement ou de la mise en application de l'identité numérique, hein, on s'en rappelle. C'était censé être mis en application cet été, ça a l'air que ça n'a pas vraiment été appliqué.
Et on s'en plaindra pas, pour être bien honnête. Mais cet été, en tout cas, il y avait justement des préoccupations qui avaient été soulevées par rapport aux considérations là, en termes de sécurité. Là, le projet d'Éric Kerr d'identité numérique avait pas l'air de bien marcher. Et là, en tout cas, cet été-là aussi, il se fait avertir, ouais, là, ça clique, ça va pas bien marcher non plus. Mais front tout le tour de la tête, il a osé dire qu'il devrait recevoir des éloges pour sa partie du projet, sa partie de travail dans le projet. C'est-tu rendu comme une tendance là, de faire ça? Je me rappelle, le PDG de la Caisse de dépôt et de placement, il disait qu'il se félicitait là, d'avoir perdu 25 milliards aussi l'an passé. Legault aussi qui disait qu'il était bien fier de sa gestion de la pandémie. Hein? C'est rendu comme un classique dans la classe politique québécoise, ou en tout cas chez les élites québécoises, de dire ça aurait pu être pire. C'est rendu l'excuse pour tout, on dirait. Là. Ah, ça aurait pu être pire. Et là, ben, c'est ça qu'Éric Kerr dit. Il dit non, moi, ma partie du projet, je comprends pas. Hein. À l'automne, tous les indicateurs étaient ouverts. Et il est extrêmement surpris alors qu'il avait été averti. Et il dit, c'est ça ici. Le ministre Kerr a affirmé qu'il aurait dû recevoir des éloges pour sa partie du projet. Feront tout le tour de la tête, comme je le répète, parce qu'en plus, comme je vous dis, la majorité des projets qu'il a l'air de gérer, dans le virage numérique au Québec, ça n'a pas l'air de bien se passer. Là. Donc, en tout cas, il manque pas d'aplomb. Et puis, bon, évidemment, ça, il y a une commission aussi parlementaire qui est réclamée. Hein, l'opposition, un peu comme moi, ils ont fait, bon, ça n'a pas de maudit bon sens, ça. Marois Risky qui affirmait, ça prend du front tout le tour de la tête pour affirmer ceci. Péquiste Joël Arsenault qui qualifiait le ministre de mauvais théâtre. Bon, la vice-première ministre, il a fallu qu'elle écourte ses vacances pour venir en urgence au Québec à cause de fils dans un centre de service. Là. Faut ça le dire, faut que le fiasco soit assez intense là, pour que des fils dans un centre de service causent autant de problèmes. Et puis c'est ça, il faut du front tout le tour de la tête pour affirmer qu'il devrait recevoir des éloges. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que, comme je vous dis, hein, vous pouvez aller voir l'entrevue que j'ai faite avec Nicolas Gagnon. On va plus dans les détails par rapport à c'est quoi les montants d'argent qui ont été alloués justement à ce projet-là. Ben, Nicolas Gagnon va vraiment de la Fédération canadienne des contribuables, va vraiment dans le fond, mettons, de toute cette controverse-là. Mais sinon, nous, on va continuer sur notre autre sujet. Trudeau se défile, donc oui, ben c'est ça. Bon, je vous en parlais la semaine dernière, on a parlé beaucoup de tous les scandales des donateurs. Bon, je vais faire un petit résumé vite, mais vous vous rappelez toutes les affaires de l'ingérence chinoise. On apprenait à l'automne qu'il y avait des polices qui opéraient sur le territoire, des espèces de centres de police, des centres de services que la Chine disait, qui opéraient sur le territoire. Déjà là, on se disait, bon, il y a une activité d'espionnage quand même assez intense au Canada. Ils commencent à implanter carrément des centres de services pour des agents chinois sur notre territoire. Après ça, on apprenait qu'il y avait eu dans le fond, il y avait eu de la corruption là, dans les élections en 2019, qu'il y avait des agents chinois qui se faisaient engager dans les équipes de partis, qui contribuaient d'une manière financière aussi dans un réseau de financement clandestin pour des candidats qui voulaient voir élus, majoritairement des libéraux, ou à l'inverse, qui allaient faire des campagnes de menaces contre des conservateurs. Bref, ils se sont assurés que, dans le fond, leur but était de faire gagner les libéraux, et ça aussi, ça a été confirmé, parce qu'ils voyaient d'un mauvais œil. Hein, les politiques des conservateurs sont plus fermés par rapport à la Chine, hein, plus sur leur garde, tandis que Trudeau semble complètement vendu, et c'est même familial. Hein, Pierre Elliott Trudeau, qui avait commencé les premières relations diplomatiques avec Mao Zedong dans les années 70, et ça a fait en sorte qu'il y a comme une complicité de la famille, on dirait, avec les régimes communistes. On se rappelle aussi Fidel Castro, mais là aussi, ça a découlé sur le fait que justement, on a réalisé que la Fondation Trudeau, il y avait un plan de donner 1 million de dollars à la Fondation Trudeau. Finalement, ils se sont ravisés, ils ont plutôt donné 200 000 à la Fondation Trudeau en tant que telle, et genre 750 000 pour l'Université de Montréal, la faculté de droit où Pierre Elliott Trudeau a travaillé, et aussi il voulait, je pense, 50 000 pour une statue de Mao Tse-tung et de Pierre Elliott Trudeau à Montréal. Donc bref, il y a plein d'autres histoires qui sont sorties aussi. Le Bloc québécois avait ressorti l'histoire comme quoi il avait reçu, je pense, les 2 tiers là, de son financement dans son comté à Papineau, son comté électoral à Papineau. Il avait récolté une immense partie de son budget en 48 heures, au même moment où son gouvernement essayait
approuvait dans le fond l'implantation d'une banque chinoise sur le territoire. Puis c'est ça, ces donations-là venaient en majorité de Vancouver, de Toronto, de donateurs chinois ou de la communauté sino-canadienne. Bon, un autre scandale là, et je vous ai rapporté aussi que même en 2015, il y avait eu aussi des ingérences de la part d'une organisation américaine en la Tides Foundation qui voulait elle aussi voir les libéraux élus, donc qui avait eux aussi fait une campagne là, de financement et qui s'est ingéré dans nos élections. Bref, tous ces scandales-là qui éclatent, et particulièrement par rapport à la Chine, je voyais même aussi c'est ça, dans les derniers jours aussi, on a appris que les centres de service, de l'espèce de centre de police chinois, là, la GRC soupçonne qu'il y en a 2 sur notre territoire. Donc, je pense un à Brossard et un autre à Montréal. Donc, c'est pas juste dans le Canada anglais. Ici aussi, ça se passe. Et j'apprenais aussi dans les dernières heures qu'il y aurait eu des ingérences de militaires chinois dans nos laboratoires. Donc, tu sais, quand je vous dis ça n'arrête pas, là, écoutez, c'est bien simple. Là, la Chine est juste partout. Elle est juste partout, et particulièrement au Canada. Et là, c'est ça. Dans le fond, des militaires qui auraient travaillé, dans le fond, dans nos laboratoires pour, en quelque sorte, voler nos technologies, nos découvertes. Hein. Donc, dans des et c'est des laboratoires qui travaillaient sur l'élaboration d'un vaccin. Et donc, on dit ici, la Chine n'influence pas seulement notre système électoral. Elle place son armée au cœur de nos laboratoires de recherche qui collaborent naïvement ou en toute ignorance avec elle. Notre partenariat avorté avec un fabricant chinois de vaccins en pleine pandémie en est un exemple patent. Ici, c'est ça le journal de Montréal qui titre ça. Ça date d'aujourd'hui, si je me souviens bien. Oui, exactement. Mais c'est ça que je vous dis. Ça n'arrête pas. Et même là, j'oubliais aussi les ballons chinois qui avaient traversé l'espace, etc. On peut quasiment se dire que c'est quasiment rendu au stade d'une guerre psychologique. Là, le fait d'essayer de nous rendre tellement assaillis de l'ingérence chinoise qu'on en vienne carrément à être insensibilisé, ou je sais pas. En tout cas, le fait est que il y a tous ces scandales-là, comme je vous dis, hein, j'ai juste résumé ça bien vite, mais les appels, là, littéralement, il y a des appels à la décision de Justin Trudeau, certains autres, plus intenses, le veulent en prison, évidemment. Il y a toujours ces appels-là classiques. Ça ira peut-être pas jusque-là, mais le fait est qu'au moins, en tout cas, l'option que toutes les partis d'opposition pratiquement ont à ce stade-là, c'est qui veulent une commission d'enquête publique et indépendante. C'est simple, on veut juste une commission d'enquête parce que là, ça n'a plus de sens. On ne sait plus si on peut faire confiance à notre gouvernement. Trudeau qui a l'air complètement dépassé par ça, ou en tout cas qui a l'air de s'en laver les mains. On le sait qu'il avait été mis au courant à plusieurs reprises par les services de renseignement. Il n'a rien fait. En plus, ça l'avantageait dans les élections. On ne sait pas à quelle mesure ça l'a avantagé. Hein. On n'est pas en train nécessairement de remettre en question les résultats de l'élection. Mais n'en demeure pas moins que de la fraude, c'est de la fraude. Là. Et si, dans le fond, il a laissé des agents chinois s'ingérer dans nos élections parce qu'au bout du compte, ça l'avantageait, là, ça commence à être intense un peu. Bon, bref, les partis de l'opposition veulent une commission d'enquête publique indépendante. Et là, cette semaine, Justin Trudeau a finalement fait une annonce. Et là, tout le monde se demandait, est-ce qu'il va finalement céder et acquiescer de mettre en place une commission d'enquête publique indépendante? Eh bien non, il a décidé de simplement mettre en place une enquête parlementaire à l'interne, en quelque sorte une espèce d'enquête à huis clos, donc complètement l'inverse d'une enquête publique et indépendante. Là. Il a créé un poste pour nommer un rapporteur spécial qui, lui, déterminerait si on fait une enquête publique et indépendante, une commission d'enquête publique et indépendante sur le sujet. Donc là, je veux bien que ce soit compris. Là. T'as le premier ministre, et là, t'as pratiquement toute la société civile qui parle d'une voix et qui dit « Qu'est-ce qui se passe? On veut faire la lumière là-dessus. On veut une commission d'enquête publique indépendante. » Toutes les partis de l'opposition le demandent. Toutes les médias le demandent. La majorité, en tout cas, pas mal toutes les médias le demandent. Pas mal tout le monde dans la société civile que tu questionnes, c'est quoi cette histoire-là avec la Chine? Qu'est-ce qui se passe? Pas mal tout le monde reviennent toutes à la même conclusion. On veut une commission d'enquête publique indépendante. Et le message est super clair. Et Justin Trudeau, lui, il décide de littéralement prendre quelqu'un pour décider ça à sa place. C'est comme tu as toute la population qui te demande quelque chose, puis tu dis je vais faire confiance je vais nommer quelqu'un en particulier, puis lui, il va décider à ma place.
je veux dire, c'est carrément s'en laver les mains à ce stade-là. Mais je pense pas que s'en lave les mains, là. Je crois que c'est plus une manière de gagner du temps. Puis justement, essayer de s'assurer de pas trop écoper. En tout cas, il semble avoir de quoi à cacher là-dedans. S'il n'y a rien à cacher, ben, qu'ils mettent en place une commission publique puis indépendante. Mais on dirait que, comme je dis, Trudeau semble tout le temps se défiler. Il semble tout le temps trouver une espèce de manière de donner l'impression qu'il agit, mais au bout du compte, en faisant tout le temps. En se retrouvant tout le temps là où on l'attend pas. Juste on veut une commission d'enquête publique indépendante. Ah, je vais faire une commission d'enquête parlementaire. Il fait juste constamment se défiler. Tout simplement, il se défile et là, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'articles qui sortent et le monde, ils disent, ben là, il n'y a plus aucune crédibilité à ça. Il n'y a plus personne qui le croit. La crédibilité de Trudeau est sérieusement affectée à ce stade-là et c'est ça. Et il y a beaucoup de monde qui sortent aussi qui disent, c'est pas juste honteux, c'est pas juste problématique d'un point de vue politique, mais c'est littéralement aussi un enjeu de sécurité. Là. On parle d'une puissance étrangère qui s'ingère dans notre pays. Et ben, t'as Trudeau qui justement il se défile puis il essaye d'éviter le plus possible là, de répondre vraiment à ça. Là. Maintenant, il a annoncé aussi la création d'un registre d'agents étrangers, là, donc c'est-à-dire n'importe quel ressortissant d'un autre pays qui viendrait opérer sur le territoire là, dans le fond, qui travaillerait en quelque sorte pour un pays étranger, devra être intégré dans cette liste-là. Je ne sais pas exactement c'est quoi l'efficacité de ça. Je sais qu'en tout cas, nos alliés ont pas mal tout ça déjà. Et que, bon, classique canadien, on était les seuls à être réticents à ça. Là. Donc, c'est déjà en Australie, en Angleterre, aux États-Unis. Mais nous, on était les gentils Canadiens que personne ne nous veut de mal, on n'a pas besoin de ça. Évidemment, dans les dernières années. Bon, Justin Trudeau, là, il a annoncé qu'il allait mettre ça en place. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Comme je dis, je me demande c'est quoi exactement l'efficacité de ça. C'est-à-dire que si tu es un espion qui travaille pour la Chine, le but, c'est pas justement qu'officiellement tu travailles pas pour la Chine. Donc, tu serais pas nécessairement sur un registre si t'es. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu as une couverture puis que tu travailles ici, je veux dire, tu travailles pas pour la Chine officiellement, mais que non officiellement tu travailles pour la Chine, est-ce que tu te retrouves quand même sur le registre? Je sais pas. Écrivez dans les commentaires si vous comprenez, si vous en savez plus que moi sur ce fameux registre-là. Je sais pas à quel point ça peut être efficace, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas une mauvaise chose. Mais bon, encore une fois, une autre action où c'est pas une commission d'enquête publique indépendante, ce que le monde demande, et il trouve une manière de sortir un autre lapin de son chapeau. Ah, ben attends, on va faire un registre un registre des agents étrangers. Bon, comme je dis, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'est pas exactement ce qu'on demande, encore une fois. Là. D'ailleurs, pour revenir juste sur le poste là, de rapporteur spécial, Poilievre a quand même été assez marrant ses réponses là-dessus. Il dit essentiellement, on dirait que c'est une fausse job, on dirait que c'est une it's a fake job. We've told them we want to, we don't think there's why do we need a special rapporteur? What does this rapporteur even do? It sounds like a fake job. We need someone who actually has a real work plan. And what we said is we need an independent and open investigation headed by someone approved by all parties in the House of Commons, not another liberal establishment Ottawa insider. Donc c'est ça, il disait, il sert à quoi le rapporteur? Et il a un peu raison, c'est ça, c'est comme je vous dis, c'est comme si Trudeau mettait juste une personne entre lui et ce que les gens veulent au bout du compte. Et là, il dit, c'est quoi ce rapporteur-là? C'est quoi cette job-là? À quoi il sert? On le sait déjà ce qu'on veut, et on veut mettre une commission d'enquête publique et d'avoir quelqu'un qui va être respecté par le public, qui est indépendant du gouvernement, qui va pouvoir juger de ça. Et c'est ça. En tout cas, Poilievre qui a quand même de l'aplomb dans ses réponses, et c'est toujours apprécié. Et c'est ça, qui se moquait un peu de ce poste de rapporteur spécial que Justin Trudeau a annoncé mettre en place. Donc, encore une fois, bon, je vous le répète à chaque semaine, mais ce n'est pas fini. Ça va continuer. On n'a pas encore vraiment de précision. On ne sait même pas encore exactement si ça va être qui ce rapporteur spécial-là, etc. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que on va continuer à suivre ça. Et je vous reviens la semaine prochaine avec probablement de nouvelles informations là-dessus. Et probablement 10 autres scandales d'ingérence chinoise dans notre politique et dans notre pays. Alors, bon, j'en ris, là, c'est pas drôle. Mais sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée.